Bonsoir à tous. Merci d'avoir fait le déplacement malgré les intempéries. Alors moi je suis Anne-Cécile Bras, je m'occupe de C'est pas du vent qui est l'émission environnementale de Radio France Internationale depuis une dizaine d'années. Et donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir et avec nos invités pour parler donc des origines environnementales des épidémies. Alors, pour débuter cette conférence, j'aimerais vous lire un extrait d'un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, publié, c'est ça qui est intéressant, début 2018. La maladie X viendra d'un virus d'origine animale et émergera quelque part sur la planète où le développement économique rapproche les humains de la faune sauvage. La maladie X se propagera rapidement et silencieusement en exploitant les réseaux de voyage et de commerce humain. Mais qui a lu ce rapport, en fait? On peut se poser la question parce que la conclusion, c'était cette maladie va se propager, elle sera difficile à contenir, il faut s'y préparer. C'était donc un rapport de l'OMS de début 2018. Donc ça veut dire que cette maladie X, aujourd'hui, on la connaît et que cette épidémie était prévisible. Alors vous allez l'entendre ce soir, ça fait des années que les scientifiques alertent parce que les humains ne vivent pas hors sol, nous jouons avec le feu puisque les virus et les bactéries adorent se balader et notre espèce est un formidable vecteur qui se déplace désormais vite et loin. Alors, il y a le VIH, le SRAS, le Zika, Ebola, coronavirus. L'émergence de ces nouveaux agents infectieux sont liés à la dégradation de l'environnement. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer ce soir avec les invités que je vous présente tout de suite. Donc, à ma gauche, Pascal Boireau, qui est directeur du laboratoire de santé animale de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. À vos côtés, Hélène Soublet, bonsoir. Vous êtes vétérinaire, diplômée d'études approfondies en pathologie végétale et directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et à vos côtés, Jean-François Guégan, bonsoir. Vous êtes écologue de la santé, directeur de recherche à l'INRA et l'IRD, deux prestigieux instituts scientifiques français. Alors tout d'abord, avant d'expliquer réellement ces causes environnementales de ces épidémies, je pense que c'est intéressant de un peu planter le décor. Vous avez vu les chiffres qui introduisent cette conférence, 60% des maladies infectieuses humaines et 75% des maladies émergentes sont d'origine animale. La plupart de ces maladies, enfin, je parle sous votre contrôle et vous allez nous expliquer cela, sont plus ou moins récentes et elles ont des caractéristiques communes. Alors Jean-François Guégan, j'ai envie de débuter cette conférence avec vous. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer ce que sont ces agents infectieux pathogènes et en quoi ils sont nouveaux? De quoi on parle en fait quand on parle de ces maladies infectieuses? On parle de zoonoses, de mots comme ça un peu compliqués. Expliquez-nous ce que c'est. Tout d'abord, bonsoir. Merci pour cette invitation. Donc, on connaît environ 2200 agents infectieux. Donc, les agents infectieux, ce sont plutôt les microbes et les virus, et parasitaires. Donc, retenez 2200 dans les populations humaines aujourd'hui. Et sur ces 2200, il y en a donc du coup 178, c'est-à-dire 180, qui sont apparus, qui sont donc nouveaux pour la science, qui ont été découverts depuis environ 50 ou 60 dernières années et qui sont responsables de ce que l'on appelle les maladies infectieuses émergentes. Donc, ce peut être dû à un virus, à une bactérie, moins un protozoaire d'ailleurs, comme le virus de la fièvre à Ebola, donc que la recherche a découvert environ dans les années 80. Les deux virus responsables des sida, d'accord, qui ont une origine donc animale avérée, qui est d'origine simienne, c'est-à-dire des singes. Et donc une maladie infectieuse zoonotique est une maladie infectieuse qui a une origine animale, soit animal sauvage, soit animal domestique, mais sachant que la plupart d'entre eux, c'est surtout issus des animaux sauvages, donc issus de la biodiversité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les maladies infectieuses émergentes d'origine zoonotique. Il y a un deuxième groupe qu'on appelle les maladies infectieuses d'origine sapronotique. Et les infections sapronotiques sont dues à des agents infectieux qui ont une origine environnementale, de l'eau, du sol, mais aussi de la rhizosphère des plantes. Tous les groupes de mycobactéries qui vont être responsables de causer la tuberculose, la lèpre,
ont une origine, curieusement, on l'a oublié en médecine, ont une origine, ce sont d'abord des bactéries issues de la rhizosphère de plantes et qui vont causer, pour certaines d'entre elles, par exemple la bordételle responsable des coqueluches animales et humaines. Vous connaissez ce qu'est la coqueluche parce que ce sont des maladies qui reviennent en force. Et à cause de quoi, notamment ? À cause du fait que beaucoup de populations ne veulent plus se faire vacciner contre la coqueluche humaine. Eh bien, ces bactéries, comme celles responsables de la coqueluche animale ou humaine, a une origine végétale, puisqu'elle est d'abord abritée par la rhizosphère des plantes. Voilà, on va passer une soirée avec plein de noms sympathiques. Hein. Vous vous attendiez un petit peu, on parle d'épidémie, donc ça va être... Oui, vous avez été simple, mais voilà, vous nous avez donné quelques noms déjà qu'on n'a pas forcément envie de côtoyer au quotidien. Pascal Boireau, il y a aussi ce qu'on appelle les épizooties. Alors ça, c'est autre chose. La différence, c'est que ça ne passe pas à l'homme. Alors, les épizooties, bonsoir. Épizooties, on dit. Épizooties, c'est des maladies qui sont strictement du domaine animal. Alors effectivement, à l'inverse de les maladies zoonotiques, l'agent pathogène ne passe pas d'un autre animal à l'homme, et réciproquement d'ailleurs. Donc pour les épizooties, on va rester dans le compartiment animal pur, et l'homme est à l'extérieur de ce compartiment en général. Après, il y a toujours des petites exceptions, il y a toujours des frottements entre ces deux compartiments, rien n'est complètement rigide. Mais globalement, on a quand même un ensemble d'agents pathogènes qui ne gravitent que dans le monde animal, et notamment des maladies émergentes récentes, hein, qu'on a connues malheureusement en Europe. L'avant-dernière, c'était la maladie de la langue bleue du mouton, qui était à l'origine d'un film il y a quelques mois, qui est sorti l'année passée, et qui a été redoutable au niveau économique pour les éleveurs de ruminants et de petits ruminants, de gros ruminants et de petits ruminants, parce que ça a entraîné sur un troupeau européen qui n'avait jamais vu ce virus qui sévit en Afrique, qui n'avait encore jamais vu, a entraîné beaucoup de troubles de la reproduction et des pertes de production, aussi bien laitière que de production animale en général, conséquentes. Ce qui fait que beaucoup d'éleveurs, d'ailleurs, se sont retrouvés à genoux, y compris en France. Le coût de cette maladie en France, à titre indicatif, qui ne touche que le monde animal, fut de 1 milliard pour la France, que nous avons tous payé par nos impôts entre 2007 et 2010, hein, je vous rassure. Puisqu'on plante le décor, vous me disiez à l'ANSES, ça vous fait rire Jean-François Guégan, puisqu'on plante le décor, vous disiez à l'ANSES, donc au niveau français, hein, vous signalez une dizaine de maladies par an. Alors, il y a une dizaine... Il faut différencier ces grandes épizooties qui arrivent, comme la maladie de la langue bleue. Une deuxième a suivi qui fut provoquée par un virus dont le nom est abominable aussi, c'est le virus Schmallenberg, mais pas trop abominable parce que c'est un petit village en Allemagne, donc qui est somme toute assez joli. Donc, qu'on peut visiter à titre touristique, on peut faire aussi du tourisme lié au nom de ces agents pathogènes, et qui a, lui, a sévi entre 2012 et 2014, mais qui était beaucoup plus rapide que le précédent, puisqu'il a traversé l'Europe en quelques mois. Donc, et il a eu comme atteinte uniquement les ruminants aussi, et donc n'a pas touché l'homme, heureusement d'ailleurs, parce qu'effectivement, il avait un syndrome Zika qui ressemble à celui du Zika chez l'homme, malheureusement, mais c'était uniquement chez les ruminants. Donc, et c'est une maladie transmise par des petits moucherons piqueurs. Donc c'est intéressant à prendre en compte dans la dynamique des agents pathogènes, donc, puisque cet agent pathogène était vectorisé par des petits moucherons, ce qui expliquait certainement en partie la rapidité de sa diffusion pour lui, mais pas que. Voilà. Mais au niveau du nombre de résurgences, de cas de bouffées
d'agents infectieux. Effectivement, on en a une petite dizaine par an que l'on peut détecter au niveau du laboratoire de santé animale, qui peuvent être un épisode de charbon, qui peuvent être un épisode de West Nile chez les chevaux, qui peut être une mortalité liée au virus au Soutou chez le merle en France. Voilà, donc c'est une petite dizaine, mais c'est des petites bouffées par rapport, je dirais, à ces grandes flambées que l'on parle d'épizooties, qui sont somme toute pas aussi fréquentes, heureusement, parce que sinon on n'aurait plus d'agriculture viable. Ça serait dramatique pour l'agriculture en général. Mais par contre, ça signifie qu'il faut une veille permanente, il faut une surveillance et il faut anticiper et il faut continuer bien sûr la recherche dans le domaine. Alors Hélène Soublet, Jean-François Guégan et Pascal Boireau disaient qu'il y a une augmentation de ces agents infectieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ou est-ce qu'en fait il y a une augmentation parce qu'on arrive mieux à les détecter ? Oui, alors je pense que en fait, la question c'est est-ce qu'on connaît tous les pathogènes potentiels qui sont dans le monde vivant ? Et je pense que la réponse est clairement non, puisqu'en termes de biodiversité, on connaît finalement très peu. Sur les chiffres varient. Certaines estimations sur lesquelles on se base pour quantifier le monde vivant, c'est 11-12 millions, de 8 à 12 millions d'espèces vivantes, et on n'en connaît en fait que 1,2 million. Et ça inclut des pathogènes comme les parasites, les vers ou les bactéries. Pour les virus, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont vraiment à la frontière du vivant, donc on a beaucoup de mal à les quantifier. Et on estime qu'on ne connaît pas plus de 1% des virus existants là, actuellement sur Terre. Et d'ailleurs... Malgré les 2200 dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors ça, c'est ce qu'on connaît. On en connaît, donc on peut quantifier les virus. C'est que 1%. Alors, c'est 1% de la totalité des virus qui potentiellement, par des estimations scientifiques, seraient présents sur Terre. On a des publications scientifiques comme ça qui essayent de quantifier alors, ils quantifient soit le nombre d'espèces, et puis ils estiment, ils se disent, bah oui, voilà, on a probablement de 8 à 12 millions d'espèces. Et une autre publication scientifique est très intéressante, a quantifié aussi la répartition du vivant, mais selon la biomasse. Et donc, ils ont utilisé la tonne de carbone, en disant, combien il y a de tonnes de carbone dans l'espèce humaine, par exemple. Et ils se sont rendus compte, pour les virus et les bactéries, que les virus étaient plus lourds que nous en termes de tonnes de carbone. Alors, je ne sais pas si vous voyez un virus comme c'est tout petit. Du coup, et puis vous voyez un homme, c'est quand même beaucoup plus gros. Et donc en fait, on est environné. Je ne vois pas bien le rapport entre virus et carbone. Vous pouvez peut-être nous expliquer ça parce qu'on. Alors, en fait, il compte il pèse le poids de l'atome de carbone dans un virus. Un virus, voilà, il peut avoir des structures aussi qui. Et donc, c'est comme ça qu'ils essayent de quantifier. Alors, il y a des énormes incertitudes, ça c'est sûr que. Mais bon, c'est des chiffres tellement grands que voilà, on peut imaginer que la réalité est proche de cela. Et donc, ça nous montre que voilà, le monde dans lequel on vit, il est largement inconnu. Et c'est en ce sens-là que je disais, il est compliqué de dire que ce sont des nouveaux pathogènes parce que pour certains, ils sont déjà présents en fait dans le monde qui nous entoure. Alors soit la faune sauvage, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais Jean-François Guégan vous a aussi expliqué qu'il y avait aussi des virus dans la rhizosphère, dans les sols, dans l'eau, etc. Et donc tous ces pathogènes-là, en fait, on a un petit peu de mal à avoir une vision exhaustive de ce qu'ils sont. Donc, mais par contre, ce qu'on sait, parce que là, on peut plus le mesurer, c'est qu'il y a une vraie augmentation du nombre de foyers épidémiques. Et ça, c'est vrai chez l'homme, ces 50 dernières années, c'est vrai chez l'animal et c'est aussi vrai chez les plantes. Et donc, en fait, la recherche, elle s'intéresse aussi aux causes de tout ça, savoir pourquoi ça augmente, quels sont les facteurs qui font que voilà, on a des émergences qui... alors, certains chiffres disent c'est 2 par an pour l'homme, de nouvelles émergences épidémiques. D'autres sont un peu plus disent qu'il y en a même un peu plus, mais voilà, quelles sont les causes, est-ce qu'on peut les empêcher, quelles sont les conséquences et comment finalement on peut faire pour vivre avec. Jean-François Guégan. Oui, puisqu'on en est à l'heure des comptes, je vais vous donner d'autres valeurs. On estime, par exemple, beaucoup de la recherche ces dernières années s'est concentrée à essayer de voir, de calculer, d'estimer le nombre de virus qui pouvaient être portés par les chauves-souris. On a beaucoup parlé des chauves-souris ces derniers temps. Et donc beaucoup de laboratoires ont d'ailleurs un peu
biaiser la recherche en ne travaillant essentiellement que sur les chauves-souris. Donc on a aujourd'hui des estimations du nombre de virus portés par les environ 1200 à 1400 espèces de chauves-souris qu'il y a dans le monde. Et il l'estime à entre 460 000 et 560 000 différents virus qu'il reste à découvrir, dont un nombre important pourrait se révéler être les futurs pathogènes de l'espèce humaine ou voire d'espèces animales. Donc pour vous donner un ordre d'idée. Maintenant, si nous nous orientons vers Marseille, on a beaucoup parlé de Marseille ces derniers temps, hein, vous savez pourquoi. Un laboratoire à Marseille, à lui seul, tout simplement parce qu'il travaille sur ces sujets-là, doubler la quantité de bactéries connues responsables pour causer des maladies chez l'homme dans le monde. Donc à eux seuls, ce laboratoire a été responsable de la description de 2 fois plus de bactéries responsables pour occasionner des maladies infectieuses humaines, mais tout simplement parce qu'ils se concentrent sur cette activité-là. Donc on voit bien que certains domaines de recherche peuvent aussi orienter finalement les calculs et les estimations qu'on peut faire. Donc retenez-le en fait. Voilà, donc si vous êtes venu suivre cette conférence ou si vous nous suivez en Facebook Live, pour vous rassurer, ça va être un peu compliqué ce soir parce que visiblement, on va avoir une vision de la réalité plus claire, mais pas forcément moins anxiogène. Hein. Désolée pour ça. Alors, pourquoi est-ce que ces agents pathogènes augmentent ? C'est quand même un peu la question qu'on va se poser ce soir, maintenant que ce tableau est dressé. Alors, pour comprendre en quoi tout est lié finalement, Pascal Boireau, est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire indienne ? À moins que vous préfériez une histoire malaisienne ou... Oui, allons voyager en Inde, effectivement. C'est quand même un bel exemple. Oui, oui. C'est un exemple qui va illustrer combien tout est lié, que nous sommes tous sur le même bateau. Et souvent, on a oublié que, effectivement, nos voisins, il faut faire attention à nos voisins, il faut faire attention à l'environnement sur lequel gravitent nos voisins, et bien sûr, l'animal sur lequel gravite dans cet environnement, qui est lui aussi notre voisin. Alors, j'étais à Tapachula il y a quelques mois, au sud du Mexique, et il y avait un magnifique vol de vautours que je pouvais admirer. Et personnellement, j'aime beaucoup m'attarder sur ces vols. C'est des animaux qui gravitent à plusieurs centaines de mètres. Ils chassent entre guillemets en groupe. Donc c'est pour cela qu'on a ce qu'on peut appeler des balais de vautours. Et ils ont la stratégie, un œil sur le voisin et un œil sur le sol pour scanner le sol à la découverte d'un cadavre, puisque ce sont des nécrophages, ils consomment essentiellement des cadavres. Et ils se regardent parce qu'effectivement, ils scrutent un ensemble de périmètres importants pour pouvoir détecter des cadavres. Et donc, c'est un travail de groupe, ce qui explique pourquoi, en quelques minutes, quand il y en a un qui a trouvé un cadavre, on peut avoir une dizaine, une vingtaine de vautours très, très rapidement. En plus de ça, ils se spécialisent en fonction des espèces. Alors, quand on allait en Inde, dans les années 90, on pouvait observer ces mêmes balais. Et c'était quelque chose de très beau. Aujourd'hui, vous retournerez à New Delhi, vous n'en verrez pas un seul. Il n'y a plus de vautours, il n'y a plus de balais. Il n'y a plus de balais à cause d'un acte vétérinaire, en fait, qui a été utilisé pour lutter contre les boiteries des bovins. Bovins qui sont utilisés pour leur force, pour aider l'homme, qui sont moins consommés dans ce pays pour différentes raisons, et pour les utiliser lorsqu'ils souffrent, on utilise un médicament que vous connaissez certainement tous, que vous avez certainement utilisé par ailleurs, quand on a un bobo, qui est le diclofénac, Voltaren. Donc on en donne aux bovins en Inde pour en fait, les deux grands médicaments qu'on utilise pour traiter dans la sphère vétérinaire comme humaine d'ailleurs, pour traiter les maladies, c'est les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Donc le Voltaren est un anti-inflammatoire. Donc le Voltaren est utilisé pour lutter contre la douleur qui sévit chez l'animal et ça marche tout à fait bien chez les ruminants.
Le seul souci, c'est que cette molécule, on l'utilise. À l'inverse, pour nous, effectivement, on peut se badigeonner avec du Voltaren. Chez les bovins, on va utiliser plutôt une forme retard, hein, donc c'est-à-dire qui dure un certain temps chez l'animal pour éviter de le piquer toutes les semaines, donc qui va durer longtemps. Le seul souci qu'il y a eu et qu'on n'a pas vu venir, c'est que quand l'animal meurt, il a encore du Voltaren dans le cuir et dans le muscle. Et donc, quand les vautours ont consommé ces bovins ayant reçu le Voltaren à partir des années 90, eh bien, malheureusement, ça a décimé complètement la population de vautours en Inde. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de vautours à cause d'une seule molécule utilisée. Cette molécule a été interdite en Inde en 2004, formellement. Rien n'est simple, parce que quand on interdit une molécule, d'autres molécules viennent du Pakistan, qui sont encore pires que le Voltaren, parce qu'il y a des résidus autres qui sont dedans, qui sont utilisés de façon illégale. Donc malheureusement, l'interdiction n'arrête pas ce qui est lancé, malheureusement. Donc il y a tout un ensemble de réseaux qu'il faut contrôler, qui sont très difficiles à contrôler dans un grand pays. Et le souci, c'est que ces carcasses, du coup... Alors bien sûr, que deviennent les carcasses? Vous vautours, pouvez me dire, effectivement, c'est une espèce animale en moins, eh bien une en moins. Effectivement, on parle de biodiversité, c'est un exemple. C'est un exemple d'atteinte de la biodiversité dans un pays. L'impact est tout simple, c'est que la nature hors du vide, de toute façon, il y a une carcasse, donc il y aura d'autres personnes qui vont venir la consommer, cette carcasse. Personnes animales. D'autres animaux qui vont venir, et les animaux, c'est les carnivores, détritivores aussi, qui sont les canidés. Et les canidés, notamment errants. Alors, les canidés errants sont vraiment quelque part une plaie, parce que le chien a fait partie des premiers animaux que l'on a domestiqués pour des raisons pratico-pratiques, pour alerter d'un danger, pour protéger l'homme, pour garder les troupeaux. Il a eu une fonction pour l'humain quand on a domestiqué. Peu d'espèces animales sont domestiques. C'est très difficile de domestiquer un animal, en fait. Je vais me permettre de vous demander d'accélérer un peu, parce que je voudrais qu'on parle d'autres exemples. Et donc, ce sont ces chiens errants qui sont venus consommer les cadavres qui restaient. Et ces chiens errants ont l'inconvénient de véhiculer un virus qui s'appelle le virus de la rage. Et ces chiens errants ont accru la dissémination du virus de la rage parce qu'il y a eu un effet sur la prolificité de ces chiens. Ils étaient mieux nourris, ils n'avaient pas de concurrents sur la prédation. Et effectivement, ils ont pu disséminer beaucoup plus la rage. Et donc, les publications qui ont étayé, malheureusement, ce constat dramatique, vous voyez, une molécule, perte d'une espèce, accroissement de la population virale rabique dans un réservoir canin, et les enfants qui jouent avec, 40 000 enfants sont morts. Hélène Soublet, est-ce que vous pourriez nous donner un autre exemple? Par exemple, vous m'avez parlé d'une autre maladie sympathique qui s'appelle l'ulcère de Bouroulis en Guyane, qui a d'autres causes, mais c'est aussi un cycle. En fait, c'est Jean-François qui est spécialiste. Alors, donc peut-être l'ulcère de Bouroulis. Jean-François Guégan, je vais vous laisser raconter si c'est vous le spécialiste. Pardon, je ne savais pas. Non, mais par contre, je peux peut-être rebondir sur une notion importante qui est la notion de service écosystémique, dont l'homme tire profit, en fait, et les écosystèmes fonctionnels, ils permettent de faire un certain nombre de tâches comme celle-ci, c'est-à-dire la tâche là, accomplie par les vautours sans qu'on leur demande rien, sans qu'on ait à payer, qui est la tâche d'équarrissage, donc de débarrasser finalement l'environnement des carcasses. Il y en a d'autres, il y en a un que vous connaissez bien, c'est le service de pollinisation. On a un certain nombre de petits insectes, et pas que des insectes d'ailleurs, des animaux, des mammifères aussi, qui pollinisent les plantes et qui nous permettent ensuite de nous nourrir. Et en fait, la perte de la biodiversité, c'est cet aspect-là qui est dangereux, c'est-à-dire la perte de la biodiversité et donc des services écosystémiques que l'homme retire des écosystèmes fonctionnels. Et du coup, des choses dramatiques comme ça, comme ce cas en Inde, avec la disparition des vautours, parce que les vautours, effectivement, sont aussi un cul-de-sac épidémiologique pour le virus rabique, c'est-à-dire que le vautour ne transmet pas la rage, il ne tombe pas malade et il ne transmet pas la rage, contrairement aux chiens. Et dans d'autres cas, on a aussi des problématiques comme ça de perte tout d'un coup d'un service rendu par les écosystèmes, et notamment, si je peux du coup rajouter un exemple, c'est l'exemple des écosystèmes dégradés dans lequel se développent, ou des écosystèmes dégradés qui ne permettent pas la survie d'un certain nombre d'éléments de la biodiversité, des animaux, voire les plantes, et du coup les animaux qui s'en nourrissent. Et
et qui permettent, dans un certain nombre de cas, l'augmentation d'animaux qui eux-mêmes sont porteurs de plus de pathogènes communs avec nous. Et donc, c'est le cas, par exemple, de la chauve-souris qui est assez qui arrive assez bien à résister. On appelle ça la résilience. Elle est assez résiliente et elle arrive assez bien à résister, même si son écosystème est dégradé. Et ce qui provoque, en fait, un renforcement des contacts entre la chauve-souris, potentiellement porteuse d'un certain nombre de virus ou de bactéries, et l'homme qui habite à proximité. Alors, Jean-François Guégan, cette histoire d'ulcère du bourrelet en Guyane. Alors, je vous parlais précédemment des mycobactéries responsables de la lèpre, de la tuberculose. Vous en avez énormément de ces mycobactéries donc, qui sont abritées dans le sol. Souvent, on a oublié de rechercher où elles se trouvaient exactement, ces mycobactéries, qui sont un des grands groupes que l'on trouve dans le sol, et en particulier dans les sols boueux, comme on peut trouver dans les marécages en particulier. Et donc, depuis une vingtaine d'années, je travaille sur plusieurs maladies dues à des mycobactéries, dont une qui est responsable de l'ulcère de Buruli. Alors, c'est quelque chose d'un peu affreux. Ça vous provoque, lorsque la personne contracte le germe au contact de l'eau, souvent aller pour cueillir des plantes, d'ailleurs, qu'elles vont retrouver dans les marécages, donc va être exposé à ce germe. Et s'il arrive à pénétrer la peau, le derme et l'épiderme, eh bien, il va vous provoquer un ulcère courant, qui va courir comme un feu bactérien que vous pouvez observer sur les arbres à certaines périodes. Et donc, il va détruire le derme et l'épiderme, et qui va mettre la musculature à nu. C'est quelque chose de véritablement affreux. Aujourd'hui, on sait le combattre à coup d'antibiothérapie, même si on observe de la résistance. Et donc, ce que l'on a fait, que ce soit en Afrique centrale, mais aussi en Guyane, où la maladie est présente, l'ulcère de Buruli est présent avec 4 à 10 cas environ par an en Guyane française, mais en Afrique, vous en avez beaucoup plus. Eh bien, on a surveillé un certain nombre de sites aquatiques. Vous voyez des marécages, des zones ressemblant à des tourbières. Donc à chaque fois des zones humides, mais sans courant. Et on a essayé de surveiller ça pendant près de 2 années, et on a essayé de récupérer, bien entendu, tous les éléments de la biodiversité qu'on pouvait y trouver. Et on a trouvé quoi? On a trouvé cette mycobactérie en abondance. Et on a fait des constatations et des analyses, à savoir analyser des zones qui n'étaient pas déforestées, donc des zones de forêt primaire, et d'autres zones qui étaient complètement dégradées par les activités humaines de déforestation, notamment pour le développement d'une agriculture, l'installation de population. Et ce que l'on a observé, c'est au cours du processus de déforestation, la disparition de certaines espèces, et en particulier les animaux prédateurs, donc qui ne prédatent plus leurs proies. Donc les proies, finalement, augmentent en population dans ces espaces déforestés, mais mettent aussi en charge dans l'environnement cette mycobactérie parce qu'elles s'en nourrissent, etc. D'accord ? Et donc on observe dans les zones déforestées une augmentation de ces mycobactéries par rapport aux zones qui sont non déforestées. Et donc les personnes qui sont exposées dans ces zones déforestées par leurs activités de déforestation tout d'abord, mais ensuite de développement d'agriculture et d'élevage, sont beaucoup plus exposées à ce germe que, bien entendu, ils mettent aussi en suspension dans ces environnements. Et l'on suppose aujourd'hui que cette mycobactérie, elle est abritée dans la rhizosphère de certaines plantes. Et je soupçonne que ce sont certains palmiers qui se trouvent coupés par les activités de déforestation. Et le système racinaire largue finalement ces mycobactéries qui se retrouvent, parce qu'elles sont très adaptées à survivre à ces environnements, voilà, mais elles vont aussi proliférer dans ces lieux de déforestation. Et l'homme qui occupe ces zones va contracter un microbe qui, à l'origine, n'a aucune raison d'être pathogène pour l'espèce humaine. Est-ce que vous diriez du coup que la déforestation fait partie des grandes familles qui seraient une des causes de la recrudescence des agents pathogènes? Effectivement, ça on le sait, il y a eu beaucoup de travaux, comme l'indiquait Hélène, qui sont tout d'abord des travaux d'analyse qu'on appelle des méta-analyses, qui vont vous mettre en évidence que le changement climatique n'est pas le premier facteur responsable de maladies infectieuses émergentes, on le sait aujourd'hui.
le premier facteur, ce qu'on appelle le grand déterminant d'émergence de nouvelles infections pour l'espèce humaine, ce sont ce qu'on classifie et que l'on appelle la modification de l'usage des sols et des procédés liés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'homme va pénétrer dans des écosystèmes naturels, c'est très probablement ce qui est arrivé dans nos histoires occidentales aussi. Rappelez-vous la mycobactérie responsable de la tuberculose ou de la lèpre. L'origine de ces mycobactériums, ce sont les tourbières. Et lorsque l'homme va commencer à utiliser la tourbe dans les tourbières, il va contracter un microbe qui deviendra ensuite responsable pour causer ces deux types de maladies. Et il se passe dans le monde tropical aujourd'hui exactement la même chose avec d'autres groupes de mycobactéries, telles la mycobactérie responsable de l'ulcère de Buruli. Et donc à chaque fois que l'homme va modifier les sols, notamment pour le développement de son agriculture et de son élevage, mais c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui partout dans les régions intertropicales. Rappelez-vous en Indonésie, et vous savez pourquoi, mais aussi au Brésil. On sait aujourd'hui que la déforestation, depuis quelques années, est responsable de l'augmentation de 30% de plus de cas de paludisme au Brésil. Comment on fait le lien ? Parce qu'on l'étudie, on l'analyse et on le mesure. Parce que pourquoi il y a plus de moustiques ? Tout simplement parce que les zones déforestées en Amérique du Sud, il se passe exactement le même processus en Guyane sur lequel on travaille. C'est-à-dire qu'un habitat déforesté est plus favorable à certaines espèces d'insectes vecteurs. Dans ces régions-là, c'est Anopheles, donc Anophelidés darlingi, qui d'habitude vit dans la canopée des arbres. Voilà. Il se nourrit en suçant le sang de singe. Mais lorsque vous déforestez, parce qu'il adore la lumière, il va pouvoir se répandre dans ces zones déforestées parce qu'il est aussi adapté à survivre dans ces environnements-là, alors que toutes les autres espèces d'insectes ne le sont pas. Mais c'est aussi lui qui va propager le protozoaire responsable pour causer l'épaludisme dans ces régions-là. D'accord ? Donc il suffit que une personne infectée pénètre ces zones pour venir travailler, comme on l'observe au Brésil, mais aussi en Guyane française, et qu'il est infecté et piqué par un moustique, eh bien, le processus de déclaration d'un foyer infectieux va naître. Voilà. Hélène Soublet ? Oui, c'était pour rebondir, parce qu'effectivement, sur ces affaires-là, en fait, on a quelques publications qui ont, vous demandiez comment est-ce qu'on peut le mesurer, les chercheurs en fait ont compté le nombre de piqûres de moustiques et donc comme le disait Jean-François, en fait les piqûres sont beaucoup plus importantes dans les zones déforestées et notamment aux lisières des forêts et donc ils ont mesuré que, alors ça c'était au Pérou, que les hommes qui étaient sur cette lisière se faisaient piquer environ 8 fois par nuit à partir du crépuscule, alors que lorsque la zone était une zone de forêt avec moins de 30% de déforestation, c'était 0,33 fois par nuit. Donc vous voyez la différence, en fait, c'est énorme. C'est-à-dire qu'effectivement, le moustique, s'il est présent en grande quantité et qu'il n'a pas son hôte préférentiel, il va aller piquer l'homme. Et on peut avoir et pour le paludisme, on sait très bien que voilà, c'est comme ça que ça se transmet à l'homme et que donc il y a un facteur de risque là qui est augmenté. Et le facteur de risque, c'est bien le contact entre l'homme et le vecteur, celui qui va transmettre le pathogène. Donc déforestation, agriculture intensive, Pascal Boireau, peut-être mondialisation aussi. À Wuhan, il n'y avait pas d'aéroport international avant 2008. Non. Donc parce de qu'en ce fait, l'épidémie aurait été tuée dans l'œuf, quelque part, comme les autres coronavirus qui ont émergé en Chine entre 2001, après le SARS-CoV-1, et puis 2010, où il y en a eu 2 autres décrits qui ont été à l'origine justement de petits foyers de quelques centaines à peine de cas répertoriés et se sont éteints. Donc là, évidemment, le moteur de l'activité humaine est malheureusement pour les agents pathogènes, est un super amplificateur. Donc l'activité humaine amplifie considérablement, y compris pour les agents pathogènes animaux d'ailleurs. Je vous ai cité ce virus qui a traversé Stockholm-Madrid en 6 mois. Même s'il est transmis par un petit moucheron piqueur, ce n'est pas le petit moucheron piqueur qui va faire Stockholm-Madrid. Il faut l'aider, ce moucheron. Donc il faut le transporter par des camions, par des voitures, voire des avions, donc dans les valises. Ça marche bien. Donc l'activité de transport, effectivement, et l'activité humaine en général, qui touche effectivement les sols et va prendre dans le sol, ou de commerce, ce virus qui est arrivé dans l'épicentre de Masla
triche de façon surprenante pour diffuser en nappe d'huile après dans toute l'Europe à une cause qui n'est pas complètement résolue. Pourquoi ce virus est arrivé là ? Dans les Pays-Bas, pourquoi il est arrivé là? Donc on n'a pas la cause réelle, sauf qu'il y a bien dû y avoir une activité humaine qui l'a mis là. Donc on parle d'émergence effectivement venant du soleil levant, mais il n'y a pas qu'elle, hein. Donc il y en a d'autres, donc où l'activité humaine est fondamentalement prégnante à chaque fois comme moteur. Je voudrais juste réagir un tout petit peu sur ces chauves-souris qui, effectivement, sur lesquelles il y a eu un grand zoom de la recherche déformant pour isoler des tas de choses. Cette biodiversité qui est limitée, hein, des chauves-souris, on a un petit peu plus d'un millier d'espèces différentes, donc elles ont des comportements très très différents et des habitats également très différents, mais elles ne transmettent pas directement les virus, en dehors du virus rabique, mais à cette exception-là, elles ne transmettent pas directement les virus à l'homme. Souvent, il y a un maillon intermédiaire. Il y a un maillon que l'homme, voilà, enfin, ou quelque chose comme cela, comme le dromadaire, pour le MERS, qui est un autre coronavirus, ou comme certains animaux qu'on peut retrouver effectivement, dans des marchés. Mais c'est avant tout aussi des organismes fondamentalement utiles, justement, on parle de paludisme, de régulation des populations d'insectes. Une chauve-souris, ça consomme plusieurs centaines de moustiques par nuit. Pensons aux moustiques, hein, on aura à réfléchir sur les moustiques, hein, dans le futur proche, puisque effectivement on est face à des moustiques qui envahissent notre territoire. Donc il va bien falloir des régulateurs. Des régulateurs, bien sûr, les libellules, elles consomment beaucoup de moustiques, y compris les larves, mais les libellules ne vivent que dans des endroits très très propres. Donc il ne va pas falloir polluer l'endroit où elles vivent, sinon effectivement on n'aura pas de libellules et de régulateurs de moustiques. Donc vous voyez les cascades qui s'enchaînent, et donc combien une vision peut être déformée en disant les chauves-souris effectivement sont source de danger, elles sont source de protection. Jean-François Guégan. Justement, je voulais rebondir sur ça en donnant, sur ce que vient de dire Pascal, en donnant deux exemples. Par exemple, il y a eu beaucoup de recherches concernant, vous savez, le virus responsable des fièvres hémorragiques à Ebola, en fait. Vous vous rappelez de la dernière crise en Afrique de l'Ouest. Eh bien, toute la recherche aujourd'hui sur ce sujet, nous avons une équipe à Montpellier qui est vraiment spécialisée sur ce thème. Ils ont dû tuer ces derniers mois environ 14 000 exemplaires d'une dizaine de chauves-souris. Ils n'ont absolument pas rencontré le virus responsable pour causer Ebola, alors que chacun d'entre nous, et chacun vous dira que les chauves-souris sont le réservoir du virus. En réalité, la science aujourd'hui commence à se poser énormément de questions à ce sujet. Mais est-ce que les chauves-souris... qu'on croit ça si ce n'est parce que la science est faite aussi de beaucoup de processus d'analogie. Il suffit que quelqu'un découvre un virus chez les chauves-souris. Je pense que la chanson a un peu commencé comme ça, pour que beaucoup de groupes s'orientent vers les chauves-souris pour en arriver à ce que l'on définissait, c'est-à-dire que c'est le groupe le mieux étudié au monde pour d'autres raisons aussi. Parce que la taxonomie est bien connue, donc c'est aussi plus facile de travailler sur les chauves-souris que sur des espèces de rongeurs en particulier ou d'autres choses. Donc il y a un biais qui s'est créé, qui est énorme. Mais vous voyez, sur virus Ebola, finalement on ne sait rien ou plus grand-chose aujourd'hui. On se pose énormément de questions. Deux grands spécialistes qui sont le couple Lindhertz, l'un travaillant en Allemagne, et puis la femme qui vient de décéder, d'ailleurs j'ai appris il n'y a pas très longtemps à l'Institut tropical d'Anvers, imagine que ce serait un insecte, le vrai réservoir. Premier exemple. Deuxième exemple, vous avez tous lu, où on vous a tous dit que le fameux moustique tigre, et sa remontée du sud de l'Europe vers le nord de l'Europe était due au changement climatique. Ça n'a strictement rien à voir. Ce moustique, et il y a eu 2 à 3 études qui ont été faites par des collègues espagnols, des très très belles études, je peux vous le promettre, où ils ont analysé entre différentes villes espagnoles les transits par voiture, par bus, par camion, et ils ont fait un certain nombre de sondages dans ces camions, ces voitures, pour analyser, à savoir s'ils transportaient dans le cockpit ou dans le coffre des moustiques. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé évidemment, et quelquefois allant jusqu'à plusieurs centaines d'individus. D'accord. Et donc, de son coffre. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. Si vous nous visitez à Montpellier ou à Marseille et que vous remontez sur Lyon, vous allez transporter avec vous ces moustiques. Et c'est comme ça que, de part en part, que ces moustiques progressent et sont arrivés aujourd'hui dans la région parisienne. Le rayon de dispersion de ces moustiques à Édesse, c'est 500 mètres. Voilà, ça vit dans un rayon de 500 mètres.
à peut-être 2, 3 ou 5 kilomètres quand les vents sont portés dans les bonnes directions. Et puis ça ne vole pas à 10 kilomètres d'altitude. Ça reste très très bas. Donc ça n'a pas un rayon de dispersion énorme. Mais quand ils embarquent dans votre coffre, là, le rayon de dispersion peut devenir énorme. Et c'est ainsi qu'ils sont transportés et qu'ils diffusent. Mais est-ce qu'ils pouvaient survivre avant dans les conditions tempérées de Paris, par exemple, ou est-ce que le fait que ça se réchauffe leur donne quand même des... Alors voilà, ça c'est une question très intéressante, mais aussi très finalement complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce que dans nos régions ici, rappelez-vous le bassin du fleuve Loire, vous savez très très bien les raisons pourquoi les rois de France ont choisi de construire leur château dans cette région. Tout simplement parce que le climat qu'on y rencontre est plutôt doux, et surtout en période hivernale. Mais ça a toujours été des zones qui ont favorisé le développement de certaines infections en particulier. On peut parler des leishmanioses, c'est aussi vrai sur tout le pourtour océanique européen et français en particulier. Au XIXe siècle, vous aviez du paludisme d'une autre forme que le paludisme qui affecte et qui tue, c'est-à-dire Plasmodium falciparum qui tue dans les zones intertropicales. Vous aviez du Plasmodium vivax. En Bretagne, lorsque les bagnards ont été utilisés pour percer le canal de Nantes à Brest, une très grande quantité des bagnards, d'ailleurs, sont morts d'un paludisme dû à Plasmodium vivax. L'éradication du paludisme en France et des vecteurs qui le transportent dans certaines régions, c'est un événement très récent. C'est des années 50, des années 60. Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Non. Mais si, il existe des habitats en France qui sont suffisamment et avec des conditions, disons, de climat tamponnés, notamment durant l'hiver, pour l'installation d'un certain nombre de foyers d'agents infectieux qui ont disparu et qui existaient, et pourquoi pas de certains provenant de zones tropicales. Ce qui se passe avec l'augmentation du changement climatique, avec l'augmentation et le réchauffement climatique environ 0,7 à 0,8 degrés Celsius, eh bien, il permettra dans certains habitats des nouvelles conditions plus propices à l'installation de virus, de bactéries, de leurs vecteurs, ou voire de leurs autres réservoirs pour circuler. Mais le moustique tigre, pour vous, n'a pas de lien, c'est-à-dire le fait qu'avant, il faisait pas assez chaud pour qu'il survive, et maintenant, non. Ça, faut donc casser cette idée reçue. Absolument, absolument. Hélène Soublet, justement, sur les enjeux du dérèglement climatique et de la montée en puissance des agents pathogènes, est-ce qu'il y a des liens clairs quand on... Alors, observe les choses. donc en fait, on a essayé de faire une espèce de synthèse rapide de la littérature en mai dernier sur ce sujet-là, et en fait, la réponse est plutôt non. Hein, c'est ce qu'a dit Jean-François. Pour l'instant, de documenter, donc de sûr, il n'y a que 4 maladies, dont la maladie de Lyme d'ailleurs, qui est liée au tic. C'est ça ? Oui, voilà, qui est liée à la tique et qui serait favorisée ou largement, qui augmenterait largement en raison du changement climatique. C'est quoi les 3 autres ? Alors, il y a la maladie, il y a la blue tongue, il y a une fasciolose, donc une douve du foie. C'est un organisme, une espèce de ver qui est dans le foie. Et la 4e, je ne sais plus, mais voilà. En fait, il y a très peu de maladies. Et c'est vrai qu'avant, une des raisons qu'on invoquait souvent pour l'augmentation des maladies infectieuses, c'était ce réchauffement climatique. On disait, c'est normal, c'est parce qu'il y a le réchauffement climatique. Mais en fait, quand on creuse vraiment maladie par maladie, et que la science avance, parce que la science, elle fait aussi des erreurs, et finalement, on se rend compte que c'est pas vrai, c'est majoritairement pas vrai. Voilà. Donc oui, on aura un problème avec le réchauffement climatique, mais qui sera sans doute largement plus grand sur d'autres aspects que ces aspects de maladies infectieuses. Mais ceci dit, c'est l'état de la science aujourd'hui, et ça pourrait évoluer avec de nouveaux pathogènes, de nouvelles bactéries, de nouveaux virus. Pascal Boireau ? Oui, justement, je vais rebondir sur la blue tongue, la maladie de la langue bleue dont je vous ai parlé. Vous avez tous payé des impôts dessus entre 2007 et 2008, on a tous payé. Donc, cette maladie, en fait, elle est arrivée par le nord. Mais, effectivement, avec le changement climatique,
il y a eu un variant de ce virus qui a remonté, qui a sauté les Pyrénées et qui a bloqué la vague quelque part, une sorte de blocage qui était assez étrange. C'est-à-dire que les deux vagues épizootiques, puisque ça ne touche que les ruminants, se sont quasiment bloquées en s'affrontant, l'une remontant liée au vecteur bénéficiant d'une augmentation de température à sauter les Pyrénées. Et là, effectivement, c'était un variant de ce virus. Et puis, ce virus qui est arrivé par le nord, là aussi des Pays-Bas, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, formellement, d'où vient l'animal initial qui a véhiculé cet agent pathogène, mais il a déferlé par le nord et on ne l'a pas géré au départ parce que, confiant comme c'était une maladie tropicale, avait été dit que de toute façon, la maladie elle est tropicale, elle ne va pas passer l'hiver. Donc le vecteur n'existant pas en Europe, le virus va s'éteindre. Sauf que le virus s'est adapté à un vecteur autochtone. Et ça ne marche pas trop mal. Ça ne marche pas trop mal parce que d'ailleurs, il continue à bien sévir régulièrement. Il y a des petites résurgences de cette maladie maintenant. On vit avec. Donc c'est-à-dire que ce virus s'est installé avec nos vecteurs indigènes. Il n'a plus besoin des vecteurs tropicaux qui remontent par le changement climatique, comme ça avait été le cas de cette vague venant d'Espagne en 2008-2009, mais il s'est adapté à nos vecteurs. Donc il y a aussi une plasticité de ces agents pathogènes, ce qui fait qu'effectivement, ils bénéficient de plusieurs facteurs et ils peuvent accumuler effectivement le bénéfice de plusieurs facteurs pour apparaître ou émerger. Hélène Soublet. Oui, je voudrais rebondir sur ça, effectivement, la plasticité des agents pathogènes et le fait que la science n'a pas toujours, peut évoluer aussi et s'auto-corriger. En fait, à chaque fois qu'on parle de quelque chose, c'est vrai que c'est en l'état des meilleures connaissances disponibles. Et je voulais rebondir, Pascal, sur le cas justement de la transmission de pathogènes par les chauves-souris, parce qu'en réalité, pour le virus Nipah, il y a eu donc un premier cas un peu emblématique en Malaisie, et puis ensuite il y en a eu d'autres en Bangladesh et en Inde. Et alors qu'en Malaisie, très clairement, il y avait un autre intermédiaire qui était le porc. Et pour le Bangladesh et pour l'Inde, en fait, ça n'a pas été le cas. Et pour l'instant, dans l'état actuel des connaissances, les chercheurs estiment que dans le cas du Bangladesh, ce serait par contamination des hommes qui consomment en fait de la sève de palmier dattier parce qu'ils sont friands de cette nourriture-là. Et en Inde, ce serait même peut-être possible avec transmission directe de la chauve-souris à l'homme. Voilà, donc... En fait, c'est pour vous dire que voilà, tout ça c'est extrêmement complexe et il faut rester humble, je pense, sur les connaissances qu'on sait actuellement. Alors, il y a des choses qui sont absolument évidentes. Par exemple, je vois la question, là, pensez-vous qu'il y aura d'autres Covid dans un futur proche ? Je pense que là, on peut répondre oui. Alors, Covid, c'est du coronavirus. Peut-être oui, peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être que ce sera un virus de grippe, parce qu'on a eu des épidémies, malheureusement, fort mortelles de grippe, notamment à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, avec quand même une estimation entre 50 et 100 millions de morts, hein, donc c'était autre chose en termes de virulence. Voilà, donc il faut rester modeste. Par contre, ce qui est certain, c'est que la modification massive de notre environnement, la perte de la biodiversité et peut-être cette 6e extinction d'espèces là, qu'on est en train de vivre, ça ne va pas arranger les choses. Et est-ce que les villes, Jean-François Guégan, sont des facteurs aggravants ? Enfin, ces villes qui deviennent tentaculaires, qui grossissent, qui créent beaucoup quand même de bouillons de culture, hein. Alors, un épidémiologiste, donc quelqu'un qui travaille sur la compréhension de la transmission infectieuse, donc transmission d'agents contagieux, par exemple, vous décrira très très vite les 3 facteurs qui sont responsables de cette transmission à large échelle. C'est ce qu'on appelle la taille de population qui va définir la taille en individus susceptibles. Donc plus une taille de population comme dans une grande ville va être grande, plus il y aura un risque de transmission important. Le deuxième facteur, c'est la densité populationnelle. Donc ça, c'est extrêmement important pour des germes qui sont contagieux, comme le germe de la grippe saisonnière, mais aussi le germe responsable de la Covid-19. C'est le cas, puisqu'il est passé aujourd'hui et il est contagieux entre individus humains. Et le troisième facteur, c'est
ce qu'on appelle la connectivité, c'est-à-dire les liens donc établis à travers les réseaux de transport, que ce soit à petite échelle ou à large échelle, qui vont faciliter à la fois le transport des individus pour aller au travail, mais aussi le transport des germes qu'ils vont contenir. Et c'est rien qu'avec ces 3 facteurs, vous pouvez modéliser beaucoup de transmissions infectieuses. Donc on voit bien que l'un des paramètres est celui de la taille des populations aujourd'hui dans le monde, avec une vingtaine de villes qui font plus de 12 millions d'habitants dans les zones intertropicales. Je ne sais pas si vous connaissez des villes comme Kinshasa, des villes comme Bangkok, des villes comme Manaus, qui ont considérablement et qui se sont agrandies ces 30 dernières années. Moi, je connaissais Bangkok dans les années 70 parce que j'y avais de la famille. Aujourd'hui, ça n'a strictement plus rien à voir. Donc, vous donnez aussi, excusez-moi du terme, mais dans ma profession, on utilise ce terme, vous donnez là, avec ces villes et la quantité d'individus humains, de la ressource pour les virus et les bactéries pour pouvoir faire leur travail, c'est-à-dire celui de survivre et de se transmettre. Alors, quand on vous écoute tous les 3, on se dit, mais finalement, tout ça est extrêmement bien documenté, on le sait. Là, on a quand même cette crise sanitaire qui nous explose à la figure, en tout cas en France, dans un pays qui jusque-là n'avait jamais connu ce genre de situation, comme beaucoup de pays industrialisés. Donc, je citais en introduction ce rapport de l'OMS de début 2018 qui annonçait exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous m'avez dit en préparant cette conférence, mais nous, ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années qu'on alerte. Vous m'avez même dit, Jean-François Guigan, il y a un chercheur américain qui avait prévu qu'une épidémie partirait de Wuhan. Oui, c'est très très clair. Bon, c'est un collègue et ami avec qui je collabore, qui travaille à New York, qui travaille beaucoup sur les chauves-souris et leur coronavirus, qui avait prédit, et il l'a écrit dans un article, que ça allait se passer là, parce que toutes les conditions étaient réunies. Alors quelles sont les conditions? Tout d'abord, quand vous connaissez les sociétés des zones intertropicales et les conditions dans les zones intertropicales, ce qu'il y a de plus singulier en Asie du Sud-Est, c'est la consommation de viande, et les personnes qui les achètent ont absolument besoin de voir les animaux vivants avant de les consommer. Vous verrez, pas ça dans d'autres pays comme en Afrique, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Généralement, les animaux sont tués, comme on le fait aussi dans nos conditions ici en Europe. Et donc, du coup, dans ce type de marché en Asie du Sud-Est, vous trouvez ça dans de très nombreux pays. Vous allez trouver des singes à côtoyer des poulets, des canards. Vous allez aussi trouver des serpents. Vous allez trouver, pourquoi pas, des pangolins. Vous allez trouver d'autres espèces. Et toutes ces espèces, entre elles, constituent un véritable foyer pour la circulation virale ou bactérienne. Mais les premières personnes qui contracteront ces infections seront d'abord les éleveurs. Donc, pour nous aussi, ça constitue des sentinelles de ces systèmes. Les vétérinaires aussi, bien entendu, constituent des sentinelles. Mais les gens qui vont fréquenter ces marchés pour aller acheter soit le canard ou soit le pangolin. Vous savez que la viande de pangolin est très estimée en Chine. Je crois qu'un plat, ça coûte environ 1 000 à 1 200 euros. Donc, c'est un mets reconnu et apprécié. Ces marchés dits humides sont le lieu. C'est quelque chose que nous organisons en fait, et nous permettons la circulation de ces germes. Et en faisant coexister des espèces issues de la biodiversité qui ont été chassées à travers le marché pour la récupération de ces pangolins, vous sortez aussi, comme je le dis d'habitude, du bois les virus qu'il peut transporter, mais vous les mettez en contact avec d'autres espèces qui peuvent être des espèces d'élevage, mais vous leur permettez aussi d'être à proximité d'individus humains. Et ça, vous n'allez pas le retrouver dans d'autres régions du monde. À tel point que, par exemple, sur un sujet sur la consommation de viande de brousse, et notamment en Afrique ou en Amérique centrale et du Sud, la consommation d'abord, il y a très très peu d'articles à ce sujet, et c'est plus, ce que j'appelle une connaissance perceptionnelle qui se promène comme ça entre les individus, plus que d'être révélée par des articles scientifiques. On a très très peu d'évidence à ce sujet. La consommation de viande de brousse est moins à risque de transmission que le fait que des individus chasseurs
chassent ces animaux sauvages et sont donc au contact finalement de fluides, de leurs urines, des fécès, d'être mordus, de leur bave. Et c'est ainsi que la transmission se fait, beaucoup plus que la consommation de viande de brousse. Sachez aussi que ça pose d'énormes problèmes parce que ces populations de chasseurs de viande de brousse constituent toujours les populations les plus pauvres du monde à l'heure actuelle. D'accord ? Alors derrière, ça permet d'organiser un marché très juteux, comme pour le pangolin par exemple. Mais à la base, nous avons des populations extrêmement pauvres qui ne cherchent qu'à survivre en réalité. Et donc qui constituent un véritable problème de ce qu'on appelle de développement durable. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain leur interdire la chasse. Ce n'est pas possible. Sinon, de leur proposer des alternatives. Alors Pascal Boireau, vous me disiez en préparant cette conférence, les maladies infectieuses, elles tuent à peu près 25% de l'humanité contre les maladies chroniques qui tuent 65% de l'humanité. Mais le problème, c'est qu'elles tuent essentiellement justement des gens pauvres. Et c'est pour ça que la recherche, finalement, c'est pas tellement développé ces dernières années sur ces sujets-là, parce que pour l'instant, ça ne nous touchait pas. Et donc, malgré vos alertes, etc., personne ne vous a vraiment écouté. Je ne parle pas de vous en particulier, je parle globalement les scientifiques qui travaillaient sur ces sujets. Vous avez fait votre thèse quand même dans les années 90 sur une zoonose. Sur le coronavirus bovin, pour lequel on m'a dit à la fin de ma thèse, effectivement, qu'il y avait peut-être d'autres sujets d'intérêt à développer en virologie, au niveau animal, que le coronavirus entéritique bovin, qui était certes intéressant, mais qui est à l'origine du rhume humain. Il faut monter de votre micro. Donc, effectivement, qui, au niveau changement de barrière d'espèce, au niveau approche antivirale, au niveau également vaccination, c'est un modèle qui est également intéressant. Mais au-delà, il y a cette notion de moyen de lutte. Qu'avons-nous comme moyen de lutte ? Donc, évidemment, si on parle... Mettons, c'est un petit peu moins, autour de 23,5% que, selon l'OMS, que les maladies infectieuses tuent dans le monde, globalement. Donc, ce n'est pas nouveau que les maladies infectieuses tuent. On a l'air de le redécouvrir avec la Covid-19, mais les maladies infectieuses tuent dans le monde. C'est une source, malheureusement, de souffrance et de mortalité très, très conséquente. Dans beaucoup de pays, y compris en Asie, si effectivement on va plutôt chercher un animal vivant, c'est parce qu'au moins on est sûr que, on le voit, il est beau. S'il est beau, il a des chances d'être bon. Alors que si c'est un cadavre, je ne sais pas qu'est-ce qui a été traficoté. Voilà la notion qui est derrière cet animal vivant. C'est-à-dire que c'est une notion de confiance. Et toute la notion de confiance qui est à travers l'hygiène doit être reprise effectivement sur ces marchés humides dont on vient de parler, effectivement. Mais derrière, c'est qu'avons-nous comme moyen de lutte ? Eh bien, en fait, on a très très peu de nouveaux anti-infectieux. Depuis 1970, seulement 40 nouvelles molécules ont été mises sur le marché dans le monde pour lutter contre les maladies infectieuses. Alors que pour lutter contre les maladies chroniques, effectivement, c'est plus de 1500 nouvelles molécules, dont certaines vont être utilisables comme anti-infectieux aujourd'hui. C'est quoi la différence entre une maladie infectieuse et une maladie chronique ? Maladie chronique, c'est une maladie qui est liée ou liée à une génétique particulière, ou liée, par exemple, à un dérèglement type diabète, ou à une tumeur, ou une maladie cardiovasculaire. Donc liée à une usure, malheureusement, de notre système sanguin, globalement. Notre pompe. C'est pas un virus. Donc ce n'est pas un virus. Ça peut se potentialiser, bien sûr. Le virus ou la bactérie ou le parasite qui va toucher quelqu'un qui est atteint d'une maladie cardiovasculaire ou d'un cancer, effectivement, ne peut malheureusement qu'aggraver les choses. Et là, on revient à la question que j'ai dit tout à l'heure. Les maladies chroniques touchent plus les pays riches. Donc il y a eu plus de recherches et plus de médicaments. Tout à fait.
Voilà. Et donc aujourd'hui, on est un peu dépourvu face à Donc, cette on émergence découvre d'agents qu'il y a infectieux. des émergences et qu'on a besoin d'anti-infectieux. Alors que pourtant, la problématique de l'antibiorésistance, derrière ce phénomène qui est tout à fait important, ou pour lequel on peut avoir face à une bactérie, Jean-François l'a tout à fait bien souligné avec les mycobactéries, on peut avoir un problème majeur de traitement du fait de l'insuffisance de l'antibiotique, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'antibiotiques. Donc les résistances, dès qu'on utilise un antibiotique, il y a une résistance. De toute façon, naturellement, il y a une résistance. Donc plus on va l'utiliser, plus la résistance va monter. C'est un phénomène naturel. Mais moins on a d'outils, moins on a de molécules pour lutter, et plus il y aura évidemment de résistance. Alors qu'est-ce qu'on fait, en fait, en gros quelle solution on a, Jean-François Guégan? Il faut peut-être augmenter la recherche, plus décloisonner les savoirs. C'est l'approche One Health de l'Organisation mondiale de la santé, une seule santé pour le vivant, humain et non humain. Alors, je ne vais pas aller contre renforcer la recherche et les moyens, bien entendu, parce que c'est aussi assez catastrophique de ce côté-là. Vous savez, et moi je suis particulièrement contre des appels d'offres qu'on appelle les appels d'offres flash, qui vous exigent des résultats en 18 mois. Vous avez bien compris que sur les sujets sur lesquels on travaille, il nous faut beaucoup plus de temps. Alors, il y a des choses et des recherches qui sont tout à fait possibles et peuvent apporter des résultats en 18 mois, mais quand vous travaillez sur des problématiques telles qu'on a discuté de déforestation et de part en part, de conséquences que ça peut avoir non seulement sur la biodiversité, mais aussi sur l'émergence de nouveaux microbes, vous avez bien compris que c'est plusieurs années d'études qu'il nous faut, 5-6 ans. Or, la recherche va contre ce type de travaux aujourd'hui. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et je pense que nous avons absolument besoin de décloisonnement. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est une réduction des habitats naturels pour le développement d'une agriculture mondiale. Et ce qui est en train de se produire, c'est donc une réduction de la place qu'on accorde à cette biodiversité. Et nous interagissons de plus en plus avec des éléments de cette biodiversité. Donc ce sont toutes les relations homme-naturalité dont je parle. Et donc plus ça se produira, plus nous serons en contact avec des germes devenant potentiellement les futurs responsables d'épidémies et de pandémies dans le monde. Et donc c'est sur ce sujet tout d'abord qu'il faut très sérieusement travailler. Bien entendu, considérer que l'homme n'est pas une espèce à part entière. On est attaquable par des virus ou des bactéries qui pourraient sortir du bois demain, au même titre qu'un animal. Donc il y a cette dimension philosophique, dimension philosophique qui est extrêmement importante. Moi, je ne suis pas certain. Bien entendu, il faut produire des vaccins. On verra que le vaccin ou les vaccins contre la Covid-19 ira beaucoup plus rapidement, mais le processus de création des vaccins, c'est un processus qui est trop long, très très long en général. Fabriquer un vaccin, en moyenne, c'est 10 à 12 ans. Et encore, quand on réussit en phase 3 à produire le vaccin, mais ensuite, il y a le stade industriel, c'est-à-dire de produire du vaccin qui peut être aussi compliqué. Mais qu'est-ce qui sort là alors, qui va être bientôt testé? Qu'est-ce qu'il... Là, on a vu dans la presse qu'il y avait des vaccins qui allaient être testés bientôt. En cas d'épidémie, comme on l'a vu pour le virus Ebola, vous connaissez un vaccin contre le virus du sida? Non. Et on pourrait décliner, mais justement, c'est là où je veux en venir. Il n'y a pas que le vaccin, il y a d'autres aussi processus de lutte. Il y a en particulier les molécules dont parlait Pascal. Il y a les antiviraux contre les virus, il y a les antibiotiques, avec toute la discussion derrière qu'il nous en manque aujourd'hui. Donc il faut explorer et rechercher de nouveaux procédés, de nouvelles biomolécules, bien entendu. Évidemment, mais je pense qu'il y a un problème de fond. Autrement dit, est-ce que le monde d'après sera identique au monde d'avant ou pas? C'est qu'il nous faut, en tant que société humaine, vraiment réfléchir à la manière dont on organise notre société demain, avec ces villes croissantes dans le monde, qui seront obligatoirement les futurs réacteurs à de nouvelles épidémies et de nouvelles pandémies. Pourquoi? Parce que ces villes et les habitants qu'on y trouve au centre, eh bien, il faut les nourrir. Donc, dans les zones périurbaines, aux alentours de cette grande ville, on a développé l'élevage, et dans certaines zones, l'élevage intensif.
comme en Asie du Sud-Est, de canards, de porcs, de poulets. Et ces zones où se concentrent les activités agricoles et d'élevage, ce sont aussi des zones qui jouxtent les zones et les dernières zones, finalement, remparts de biodiversité. Et donc, on est en train de construire ce qu'on appelle en anglais des man-made écosystèmes, c'est-à-dire des écosystèmes construits par l'homme, qui sont en train de vous fabriquer des ponts qui vont permettre à ces virus et ces bactéries de s'extraire de la biodiversité, de se développer et de se répandre dans les zones d'agriculture et d'élevage au contact de ces immenses populations. Alors, Hélène Soublet, quand on entend Jean-François Guégan, évidemment, on est un peu inquiet. Et on se dit, mais bon, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle contre une ville de 12 millions d'habitants enfin, voilà. Mais on comprend bien quand même, à travers ce que vous avez dit tous les trois, que l'agriculture est un facteur vraiment aggravant. Est-ce que, je ne sais pas, basiquement, on peut essayer de faire attention, nous, au quotidien, dans nos habitudes alimentaires? Est-ce que ça pourrait passer par là, par exemple ? Alors déjà, si vous me permettez, je vais replacer un peu dans le contexte des solutions, parce que c'est vrai que on a... J'essaie d'attirer plus vers des solutions je vais quotidiennes, si c'est possible. Je vais répondre à la question, mais... On a des solutions et l'année dernière, en fait, il s'est passé quelque chose qui a été relativement peu médiatisé, mais quand même un peu plus en France que dans d'autres pays, on va dire. Une plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques a produit un énorme rapport qui a en fait compilé plus de 15 000 publications scientifiques avec une cinquantaine de chercheurs et 3 fois plus de relecteurs scientifiques. C'est l'IBES, l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Et donc, dans cette publication, en fait, il mentionnait déjà, quoique très peu, mais je pense que l'actualité maintenant les a fait un peu changer, les maladies infectieuses. Et maintenant, on se rend compte qu'effectivement, il faut protéger la biodiversité pour diminuer les maladies infectieuses. Et donc, l'IBES préconise en fait de s'attaquer à ce qu'ils appellent des pressions, des facteurs directs et indirects de pression. Et donc, il y a 5 facteurs directs de pression. Et donc, le premier, c'est le changement d'usage des terres, donc ce dont on a parlé, c'est-à-dire on transforme de la forêt en terrain agricole, voire en ville. Et le deuxième, c'est le prélèvement direct des ressources, donc là, la chasse, la pêche, voilà, ou même le prélèvement de biomasse végétale. Le troisième, c'est le changement climatique. Le quatrième, c'est les pollutions. Et le cinquième, c'est les espèces invasives. Et ensuite, à côté de ça, on a des facteurs indirects, et notamment la consommation, le commerce mondial, donc cette mondialisation qui fait que ça va amplifier ce genre de phénomène, et également les problématiques de gouvernance, c'est-à-dire qui prend la décision, comment sont prises les décisions, et finalement, notamment, comment est-ce qu'on va orienter la finance pour faire tel ou tel type d'action. Parce que ça, c'est vraiment aussi très, très important. Et donc, le 28 septembre, là, donc, il y a quelques jours, l'OMS a sorti un rapport parce qu'ils se sont mis aussi autour de la table, hein, mais tout le monde l'a fait, hein, donc c'est pas extraordinaire, ça. Tout le monde l'a fait, de se mettre autour de la table pour essayer de regarder la crise Covid et ce qu'on pouvait faire. Et en fait, l'OMS, dans son rapport, a sorti exactement les mêmes recommandations qu'avait fait l'IPBES en 2019, en disant, voilà, il faut maintenant qu'on s'occupe de la biodiversité. On ne pourra pas avoir un monde en bonne santé sans biodiversité. Et donc, si on continue, si la 6e extinction se met réellement en place et qu'on perd un nombre d'espèces important et que les écosystèmes se dégradent, on ne pourra plus vivre dans un monde en bonne santé. Et ils ont quand même, dans les recommandations du début du rapport, fait état de plusieurs indicateurs qui sont quand même un petit peu inquiétants. Ils disent que 50% du PIB mondial dépend moyennement ou beaucoup de la biodiversité. C'est-à-dire que si la biodiversité s'effondre, ben finalement, ce n'est pas que notre santé qui va être mise à mal, mais c'est aussi toute notre économie. Et ils disent également, donc avec des chiffres qui sont issus d'autres grandes instances comme la Banque mondiale, que en fait, quand on regarde l'ensemble des efforts humains en termes financiers pour financer un certain nombre d'activités, en fait, plus de la moitié de ces efforts financiers sont orientés vers des activités qui détruisent la biodiversité. Parce qu'en réalité, l'économie, toute notre économie, elle est basée sur la destruction de la biodiversité. C'est-à-dire que quand vous voulez construire une maison en bois, vous abattez des arbres et donc vous détruisez la biodiversité. Donc il y a des façons de le faire plus durable et c'est là où je vais répondre à votre question. Il y a toujours, en fait, quand on réfléchit à une problématique, par exemple la déforestation, ou alors la problématique mais d'ailleurs la déforestation due à l'agriculture, parce qu'il y a 50% de la déforestation environ qui est due aux pratiques agricoles, alors soit
soit les champs cultivés, soit l'élevage, beaucoup de pratiques. Et donc, on peut se dire, voilà, je m'intéresse à la déforestation. Je veux, moi, personnellement, essayer de participer, faire ma part, comme dit Pierre Rabhi avec son colibri. Je veux faire ma part. Donc, du coup, je m'intéresse donc à l'agriculture, puisque c'est le facteur majeur de déforestation, et je peux choisir de consommer des produits qui sont durables, qui sont issus d'agriculture durable. Et par exemple, pour rebondir sur la consommation de viande, parce qu'on en a beaucoup parlé, et les gens, il y a une certaine tendance qui dit qu'il faut arrêter de manger de la viande parce que c'est mauvais pour l'environnement et le climat. En réalité, ça dépend de quelle viande on parle. Parce que, par exemple, les élevages de bovins à l'herbe, de petites exploitations, en France, par exemple, ils ont peu d'impact en fait sur l'environnement. Et surtout si dans l'exploitation, la nourriture de ces bovins ne provient pas d'Amérique du Sud. Voilà. Et donc, en fait, c'est plus complexe que de dire simplement, voilà, j'arrête de manger de la viande et puis comme ça, je vais régler le problème du climat et le problème de l'environnement. Donc, moi, je dirais, oui, en action personnelle, individuelle, il faut finalement tirer le fil de toutes ces conséquences sur l'environnement et puis essayer de voir s'il n'y a pas des actions qui sont moins dommageables sur l'environnement. Et donc, notamment, manger de la viande de bovins bio d'une exploitation qui est à côté de chez vous et qui met ses bovins à l'herbe 90% du temps et qui, en plus, produit les céréales pour les nourrir sur son exploitation, eh bien, moi, je pense que ça concourt à réduire la déforestation dans le monde. Oui. Jean-François Guégan. Oui, alors Anne-Cécile parlait du rôle de l'agriculture comme moteur un peu de l'émergence. Donc on sait aujourd'hui, par exemple, c'est ce que disait Hélène, que la production de bétail pour la production de viande rouge a à la fois des impacts sur la destruction des habitats naturels, sur le changement climatique, puisque participe à 18% sur les problèmes d'effet de gaz par les rots des ruminants. Mais on sait aussi que la consommation de viande rouge est responsable de maladies chroniques dont on parlait au préalable. Donc on voit bien aujourd'hui que le développement de l'agriculture et certains types de production ont des conséquences un peu diverses qu'il va falloir analyser. Pour l'instant, il y a énormément de production sur ce thème. N'empêche qu'une question qu'on ne sait pas résoudre parce que probablement on l'a oublié de le faire, c'est comme on nous a mis sous cloche lors de la période de confinement, il y a bien eu des choix qui ont été faits dans les années 60 de mettre des animaux domestiques d'élevage sous cloche aussi, dans des fermes dites intensives. Et si on l'a fait, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est pour les protéger des infections. Et c'est, à part la rentabilité que ça peut avoir, à part la facilité que ça peut avoir pour l'éleveur, l'un des facteurs principaux, c'est d'éviter le risque sanitaire infectieux. Et d'aujourd'hui, une question à laquelle on ne sait pas répondre, vous remettez ces vaches en champ, peut-être qu'elles souffriront de dangers infectieux qu'elles rencontreront en broutant de l'herbe ou au contact de l'eau des marigots présents dans les champs. Et savez-vous, par exemple, que les ovins et les caprins qu'on élève en France ou partout en Europe en système semi-intensif, c'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de leur temps en champ, eh bien, se récupèrent énormément d'infections et surtout dans ce cas-là des parasitoses, dont ils récupèrent les larves et les œufs en broutant de l'herbe et qui sont dans le sol et qui vous donnent des infections ou dans ce cas-là des parasitoses qui contribuent très sérieusement, je crois que c'est de l'ordre d'un quart de la disparition de nos cheptels. Et alors on fait quoi économique. On peut parler de bien-être animal. Justement, il y a plein de sujets dans les sujets. En tant que chercheur, et c'est aussi notre rôle, vous voyez bien comment on n'a pas des réponses toutes faites, c'est du noir ou blanc, comme certains qui ont pu passer à la télé ces derniers temps. Je suis désolé. Ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est notre rôle devant les politiques, d'essayer d'expliquer, vous voyez, ça c'est bien de faire, mais calculer, et nous avons des travaux sur ça, la somme des conséquences qui sont beaucoup plus néfastes que les bénéfices que vous recherchez. Ne jamais nier la complexité. Pascal Boireau. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas, accrocher, c'est la faute de l'agriculture, on ne peut pas, parce que l'agriculture nous fait vivre. Elle est vivrière avant tout. Donc, on a mais après, il y a quel type d'agriculture ? Bien sûr, quel type d'agriculture. Donc, il y a comme Hélène l'a dit, il y a des agricultures qui sont beaucoup plus
équilibré. Et donc, effectivement, c'est certains équilibres qu'il faut que l'on renoue. Je vais rebondir sur ce que disait Jean-François, effectivement, sur la lutte contre les parasites avec l'élevage industriel. Effectivement, pour un certain nombre d'espèces, dont l'espèce porcine, par exemple. Et avec l'histoire, justement, très positive du Pérou, où on a éradiqué, et c'est un travail que Hector Hugo Garcia, qui est un médecin et qui a œuvré pour lutter contre une parasitose transmise par la viande de porc, que l'on connaît moins maintenant parce qu'elle a pratiquement disparu, c'était le ver solitaire que l'on avait quand on était jeune, quand la viande n'était pas trop contrôlée en France, dans les années 60 encore, 70. Mais ce parasite peut également être transmis par les mains de celui qui est contaminé, et il peut le transmettre à l'enfant, et c'est la première cause d'épilepsie d'origine infectieuse au niveau mondial. C'est 150 000 enfants à peu près qui souffrent de cette parasitose au niveau mondial aujourd'hui, principalement dans des pays comme Madagascar, des pays pauvres, effectivement, où, effectivement, il y avait une poche dans le nord du Pérou, et Hector Hugo Garcia, en associant, effectivement, des écologues, des zootechniciens, des médecins, des vétérinaires, a éradiqué cette parasitose dans les élevages de porcs qui sont semi-intensifs, parce qu'il ne pouvait pas y avoir d'intensif dans ces élevages. Donc évidemment, c'est des petits élevages de porcs. Donc tout en respectant la dominante économique, ils ont réussi sur un plan intégré à éradiquer cette parasitose. Tout ça, effectivement, dans le concept une seule santé, aussi bien animale, environnementale, parce qu'il a fallu traiter les latrines, hein, donc il fallait traiter l'eau aussi. Donc la dominante environnementale existait, la dominante économique pour que l'élevage soit encore utile et serve aux éleveurs de petite taille. Il était hors de question de passer à un élevage dit hors sol. C'est complètement contre-productif dans cette région du monde et ça n'aurait pas été suffisant. C'est une approche globale, c'est éradiqué dans cette apprendre province. à se laver les mains aussi. Et en même temps, il y a un bénéfice pour l'hygiène. Alors, on va passer, si vous le voulez bien, aux questions. Il y a les questions qui sont posées par le biais du Facebook Live. Donc, on salue au passage tous ceux qui nous suivent non pas en présentiel, mais comment on dit, en distanciel, ou je ne sais plus, on a tout un nouveau vocabulaire, à distance en tout cas. Et donc, je vous incite à réfléchir, pour ceux qui sont dans la salle, à vos questions. Il y a des jeunes femmes de part et d'autre. Alors, si vous voulez poser votre question, comme on n'a pas le droit de faire circuler des micros, vous pouvez vous lever et aller voir les jeunes femmes. En attendant, je vais poser une question qui est donc par le biais du Facebook Live. Est-ce qu'il y a un risque d'émergence de virus lié à la fonte du permafrost avec de possibles épidémies? Ça, c'est vrai que, oui, Hélène Soublet, on en entend parler. Beaucoup. Enfin, c'est quelque chose qui fait peur. Alors, il faut peut-être rappeler en 2 mots ce que c'est que le permafrost et est-ce qu'il y a des risques ou pas? Alors oui, le permafrost, donc c'est l'ensemble des sols gelés qui se trouvent notamment en Sibérie, etc. Et alors, je pense que moi, le risque principal avec le dégel du permafrost, c'est un risque de changement climatique parce que, d'une part, il va y avoir, on le sait, réactivation d'un certain nombre d'organismes qui sont pour l'instant congelés dans ces sols et qui vont se mettre à respirer, comme les bactéries, parce que les bactéries, ça respire. Et donc ils vont produire du CO2. Et puis il y a aussi autre chose encore plus dangereux que le CO2 pour le changement climatique, c'est la production de méthane, puisque en fait dans ce permafrost toute la vie s'est arrêtée, donc en fait il n'y a pas eu toutes les fermentations qui permettent de transformer la matière organique, et donc ça va être probablement un accélérateur important du changement climatique. Après, le risque sanitaire, comme je vous disais en fait, là je pense que c'est encore un des milieux emblématiques de ce qu'on ne connaît pas, puisqu'il est peu étudié en fait. Et donc, probablement, oui, qu'il y a des pathogènes là-dedans ou des pathogènes potentiels qui pourraient réémerger. Et donc, en fait, en 2016, je crois, il y a déjà eu une émergence due à la fonte du permafrost d'une bactérie qui provoque des hémorragies fulgurantes, qui est donc le charbon bactéridien. En fait, les épidémies de charbon, les champs maudits chez nous, et donc qui ont tué une dizaine de rennes.
pas d'hommes, mais des rennes. Et également, les chercheurs dans un laboratoire ont réussi à décongeler une amibe qui avait, je crois, plusieurs milliers d'années, et elle s'est révélée complètement viable, voilà, après sa congélation. Donc en fait, peut-être, oui, sans doute, il y a des risques, et notamment si les hommes commencent à exploiter cet écosystème, parce que cet écosystème, pour l'instant, il est relativement exempt alors pas d'impact humain, mais exempt d'humain. Voilà, il n'y a pas une concentration importante d'hommes. C'est si les Russes commencent à faire des villes champignons des champs, pour exploiter les sols, parce que en fait, un virus ou une amibe qui émerge tout seul comme ça au milieu de rien, s'il n'y a pas d'humain ou un organisme pour le développer et le transporter, c'est pas très grave. Le problème, c'est que... Mais dans cette histoire faut que vous parliez dans le micro. Dans la maladie du charbon pour ces fameux rennes, vous allez un peu plus bas au sud où il n'y a pas le dégel de ces permafrost. Ces mêmes rennes, enfin d'autres populations, sont aussi affectées par l'anthrax en question. Donc c'est difficile de voir et de savoir si c'est effectivement dû au dégel, puisque ces populations sont naturellement affectées par ce problème sanitaire, en fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, madame, je crois que ça va être un peu compliqué, en fait. Alors, je vous propose de poser la question comme ça, sans micro, et je vais essayer de la relayer. Alors, on vous écoute. Désolée pour ceux qui nous suivent à distance, mais je vais me faire votre porte-parole. Donc, il faut être brève, hein, si je puis me permettre. Je m'appelle David Meram, je suis médecin de santé publique et médecin toxicologue. Et donc, j'ai été très intéressée par ce que vous avez dit. Alors, la question est la suivante. Vous avez dit, en fait, qu'il y a une cascade de modifications environnementales massives qui créent des conditions qui sont propices à l'émergence, en somme, de nouveaux pathogènes. Et en tout cas, à la création de niches de rencontres entre l'humain et ces pathogènes essentiellement. Vous avez dit également qu'il y a une plasticité des agents pathogènes. Ma question est, quid de la plasticité du récepteur humain? Pourquoi on fréquente par exemple tous les jours des chiens, des chats, et pourtant on n'attrape pas la maladie de Carré? Pourquoi on rencontre un animal sauvage ou un vecteur et il s'ensuit une maladie du virus d'Ebola? Alors, donc, je vais, pour ceux qui ne sont pas avec nous dans la salle, rappeler, donc, madame est médecin, c'est cela? Médecin de santé publique, voilà. Et donc la question, c'est, on a bien compris à travers cette conférence que les milieux évoluent, il y a une dégradation de l'environnement et ça favorise l'émergence d'agents pathogènes, etc. Mais quid de l'humain, finalement? Est-ce que l'humain qui vit avec des chats, pourquoi est-ce que l'humain qui vit avec des chats, des chiens, des rats, par exemple, n'attrape pas les virus portés par ces espèces-là alors qu'il va en attraper d'autres, hein, madame, c'est bien ça? Est-ce que... par exemple, Ebola, qui vient des singes, là, on l'attrape, alors qu'un autre virus porté par un chien, on ne va pas l'attraper. Est-ce que l'homme... Voilà, est-ce que l'homme a une plasticité particulière par rapport au virus aussi? Certainement oui, mais il faudrait énormément d'heures pour en débattre. Mais ça dépend tout d'abord d'un problème de rencontre. Est-ce que la rencontre est nouvelle ou est-ce que la rencontre est ancienne? Vous vous rappelez de la contagion, enfin la transmission du virus, de certains virus et donc de la rougeole, lorsque les conquistadors ont atteint l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ces gens n'avaient pas rencontré ce virus auparavant. Et ça pose d'ailleurs aussi et toujours des problèmes pour nos populations amérindiennes, notamment en Guyane, face à la rencontre de certains virus circulants qui ont été décimés, il faut le rappeler. Voilà. Et donc ça, c'est un problème. Donc on peut supposer et on peut théoriser à ce sujet que l'homme, en apprivoisant les premiers loups, si on prend cet exemple, a été aussi confronté à un certain nombre d'agents infectieux que ces loups, devenant des chiens, ont ou transportaient, et par effet d'habituation et donc de coévolution, ont pu devenir résistants à ce type de parasitose ou d'infection. On n'empêche qu'il y en a toujours qui peuvent circuler, puisque les carnivores constituent l'un des premiers groupes de transmission d'infections
à l'humain. Ça, c'est une première situation. Alors, vous avez parlé de la maladie de Carré, effectivement. Moi, je ne suis pas vétérinaire, mais il peut aussi exister véritablement là ce qu'on appelle des barrières d'espèces. Cette maladie de Carré, en 2 mots, c'est quoi? Elle vient d'où? C'est une maladie, peut-être un virus qui doit être très très proche de virus de type virus de la rougeole, je suppose. Donc, qui atteint le système périphérique nerveux puis central, et donc Ça a l'air sympathique. voilà, doit provoquer. On a tous eu des chiens, pour les gens qui sont nés dans les années 50-60, des chiens, voilà, et puis commençant à trembler, et puis au bout de quelques heures ou de 2 ou 3 jours, en mourant avec une paralysie générale, en fait. Voilà. Et donc en mourant de manière assez foudroyante, quoi, et assez rapide. Donc c'est un agent qui circule toujours, il y a un vaccin, voilà. Et ça ne passe pas à l'homme? Ça ne passe pas à l'homme, ça fait partie justement des maladies animales non transmissibles de ce que l'on sait à l'humain. Donc il y a aussi cette notion que certains coups ne sont pas permis, c'est-à-dire le transfert de l'animal à l'homme ou inversement n'est pas possible. Mais n'empêche que ce que l'on observe aujourd'hui dans cette plus grande coexistence forcée entre des animaux d'élevage, des animaux sauvages et puis les populations humaines, à des circulations que l'on n'imaginait pas être ce qu'on appelle multi-hôtes et multi-espèces et qui aujourd'hui se font. Voilà. Parce qu'on est en train d'ouvrir alors ce que nos anciens patrons ont défini comme être autant de barrières. Les barrières physiques, c'est-à-dire telle espèce animale vivait là et telle espèce l'humaine vivait là, mais que les probabilité de contact et donc d'exposition et de transmission était rendue d'autant plus faible à cause de ces barrières naturelles et physiques. Et qu'on est en train d'ouvrir ces barrières. Maintenant qu'on prend l'avion. Voilà. Hélène Soublet. Oui, on sait aussi que certaines espèces animales sont plus susceptibles que d'autres de transmettre leurs pathogènes à l'homme. Et pour plusieurs raisons, et notamment je dirais 2 raisons majeures. La première, c'est une proximité phylogénétique avec nous, comme les primates, qui sont proches de l'homme. Donc, naturellement, ils vont héberger des virus et des bactéries qui ont peut-être été transmises depuis l'évolution en fait, des branches primates et hominidés. Donc, cela, c'est sûr que c'est plus facile pour un virus ou une bactérie de se transmettre à l'homme. Et puis, il y a aussi les animaux dont on a beaucoup parlé, là, qui sont des commensaux de l'homme depuis longtemps et qui, eux, ont une proximité physique avec l'homme depuis longtemps, comme les rats, les chiens. Voilà. Et donc, du coup, voilà, ça peut déjà expliquer ces transmissions ou pas. Et puis aussi, ce qu'il faut quand même relativiser, c'est la probabilité qu'une transmission ou qu'un contact avec un virus ou une bactérie devienne une maladie, parce qu'en fait, cette probabilité est relativement rare. Les événements d'émergence, ce sont des événements rares. Il y a beaucoup de contacts qui ne créent pas d'émergence. Et derrière, en fait, un risque infectieux, il faut aussi voir la vulnérabilité de la personne qui, justement, est en contact avec soit un virus nouveau, soit une bactérie nouvelle. Et ça, malheureusement, on n'est pas tous égaux. On le voit un petit peu dans cette épidémie de coronavirus, où on sait maintenant que, voilà, dans les différents types d'immunité, celle qui semblerait, on va dire, agir comme alerte primaire quand on rencontre un coronavirus, c'est l'immunité non spécifique qui permet soit de se débarrasser du virus sans qu'on s'en rende compte, soit au contraire de s'emballer un petit peu et de créer les problématiques qu'on connaît avec des admissions aux urgences de personnes qui vont très très mal, qui partent en détresse respiratoire très vite. Voilà. Donc il y a aussi la vulnérabilité individuelle qui fait que quelqu'un peut finalement multiplier en lui un pathogène. Et ensuite, il y a un autre phénomène, c'est que c'est pas toujours les transmissions interhumaines n'est pas toujours non plus avérée. Il y a certaines pathologies, on l'attrape une fois et puis on le transmet pas à son compatriote homme. Et voilà, donc c'est très très complexe. Ça dépend du virus, de la bactérie, enfin du pathogène que vous rencontrez et de beaucoup d'autres facteurs en fait. Pascal Boireau, vous vouliez répondre? Alors effectivement, il y a la plasticité, l'accoutumance après avec un agent pathogène, c'est sûr. Face à nos animaux domestiques, par contre, il faut vraiment quand même continuer à bien déconseiller d'embrasser son chat et son chien sur le museau. C'est vraiment pas utile parce qu'ils portent quand même un certain nombre d'agents pathogènes. Je vous en prends un, c'est qui marche quand même très très bien et pour lequel il y a un seul réservoir. Ce sont les chats, c'est la toxoplasmose, qui contamine 70% des moutons en France, 10% des bovins
et à peu près 25% des sangliers et jusqu'à 3-4% des porcs, y compris des porcs industriels. Donc vous voyez que le parasite, là, il est remarquable au niveau efficacité, alors qu'il n'y a qu'un seul réservoir, notre animal domestique, le chat, qu'il ne faut pas embrasser sur la bouche. Alors, une question qu'on a sur Facebook, puis après on va redonner la parole à la salle, qui est passée assez vite, mais j'aimerais qu'on y revienne parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens. C'est avec tout ce que vous avez dit, qui est quand même tout sauf rassurant, hein, on va être honnête. Est-ce qu'il Il y a des succès quand même. Oui, il y a un succès au Pérou. Oh, mais il y en a d'autres. Il y a eu la Tanzanie avec la rage et tout. Non, il y a D'accord. des tas d'autres. Il y a quelques petits Non. enjeux rassurants, d'accord. Mais est-ce qu'il faut craindre d'autres crises sanitaires comme celle que nous traversons actuellement? Est-ce qu'on est au début finalement d'un nouveau phénomène qui va avoir tendance à se manifester? Est-ce qu'on va vivre avec des masques durant les 10, 15, 20 prochaines années? Jean-François Guégan? Alors tout d'abord, c'est que ce qu'on observe, c'est depuis environ 30 ans, c'est une augmentation dans la fréquence d'apparition d'épidémies de nouveaux agents infectieux émergents. Donc il y a une contraction qui est en train de se passer avec des épidémies à apparaître de manière beaucoup plus courte et régulière qu'auparavant. Ça ne veut pas dire qu'il y a des grands nombres de personnes affectées. Rappelez-vous les épisodes de 2 autres coronavirus, le SRAS et le MERS, vous vous rappelez? Syndrome respiratoire aigu sévère. Au total, il y a peut-être eu 800, je crois que c'est 887 ou 900 morts, 920, disons, c'est de cet ordre. Et pourquoi ça n'a pas donné la situation actuelle? Parce que c'est un problème après de transmission. Donc là, c'est pas de mon domaine. Je me permettrai de ne pas aller plus loin au risque de dire des bêtises. Un chercheur a le droit de dire des bêtises, bien entendu. Donc je préfère ne pas les donner. Mais vous avez d'autres virus, les virus de grippe aviaire H5N1. Tout simplement, ils se réfugient très très profondément dans la sphère nasopharyngée, donc très très bas. Donc l'expulsion est rendue moins facile, je suppose, pour contaminer d'autres individus. Donc il y a aussi tous ces problèmes-là derrière. Alors pour avoir travaillé pour l'OMS, je suis expert à l'OMS et avoir eu l'une de mes dernières masters de santé publique de l'école des hautes études en santé publique à travailler sur la situation de préparation des États affiliés à l'OMS à la prochaine pandémie. Sachez que l'OMS se préparait avant ce coronavirus un peu bizarre qui nous est apparu et responsable de la pandémie à Covid-19 à une pandémie de grippe aviaire. Donc l'OMS se prépare à travers des plans génériques et sont généralement calqués sur des plans grippe, en général d'ailleurs comme en France. Donc les instances internationales mais aussi nationales se préparent à ça. Moi, ce qui me désole, c'est que finalement, à travers les analyses, il est dit que nous sommes très préparés. Moi, il me semble, d'après les analyses que j'ai pu faire avec l'étudiante, qu'on n'est absolument pas préparé. On imagine l'être, mais on ne l'est pas en réalité. Et c'est peut-être des éléments d'explication de ce qui s'est passé en France. Donc je suis ancien membre du Haut Conseil de la santé publique dans les années 2010, où nous avions recommandé à la ministre à l'époque, Roselyne Bachelot, dans le cadre du collège à laquelle j'appartenais, Maladies transmissibles, d'acheter 1,3 milliard de masques, et puis les fameux vaccins dont on pourra discuter si vous le souhaitez, et qu'après, il s'est passé quelque chose qui relève aussi d'un problème décisionnel de l'État. Voilà. Il y a des commissions à l'Assemblée nationale qui sont en train de... Donc est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'il y en aura d'autres? La réponse est oui. Nous vivrons dans une période qui correspond à ce qu'on appelle une nouvelle transition épidémiologique. Notre civilisation humaine, à partir du néolithique jusqu'à l'actuel, a connu différentes transitions épidémiologiques. Et celle-ci marque la dernière d'entre elles qu'on appelle la transition de l'émergence. Bon, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, mais parlez bien en face du micro, qu'on vous entende. Là. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Je voudrais justement revenir sur l'épisode H5N1 qui a eu lieu pas bien loin d'ici, puisque ça a émergé en Dombes, et qu'à cette époque, je parle au niveau hiver 2006, il y a des éleveurs qui ont vu disparaître leur élevage de dindes en 24 heures.
Et ce qui m'a surpris, parce que j'ai fait des prélèvements sur les oiseaux sauvages à cette époque, d'ailleurs qui ont donné que des résultats négatifs. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a eu des prélèvements en dombes qui ont été faits sur les étangs, des prélèvements d'eau, et qu'aucun résultat n'est jamais apparu de façon publique. Est-ce que vous avez eu des éléments là-dessus? Parce qu'on n'a jamais su, finalement, par rapport à cet épisode de H1N1, ce qui s'est réellement passé. On savait que l'agriculture était à la fois victime, mais aussi impliquée, parce que dans les élevages de poulets et de dindes de dombes, on ne sait pas trop, les excréments, généralement, ils finissent dans les étangs. Et donc, l'eau devait être impliquée là-dedans, et je ne sais pas, j'aimerais avoir des précisions là-dessus. Alors, oui, Jean-François. Pour avoir travaillé sur ces sujets, mais pas dans la Dombe, en Camargue, il y a une douzaine d'années, lors d'un autre épisode H5N1, ce que nous, on avait remarqué, on n'a jamais trouvé d'H5N1 chez les oiseaux surveillés, et c'était plusieurs milliers. Premier point. Deuxième point, on a trouvé une multitude de formules HXNY, c'est-à-dire des H1N1, H2, enfin toutes les formules compatibles. Il y a une diversité de ces virus dans les populations d'espèces. Donc Camargue, c'est 360 espèces d'oiseaux, dont un peu plus de la moitié qui sont des migrateurs. D'accord. Et après, ce qu'on a essayé de comprendre, parce qu'on a des séries de données sur les arrivées, sur les quantités d'oiseaux à se poser et à repartir vers le nord durant la période de printemps, mais aussi durant la période hivernale d'automne à repartir vers l'Afrique. Donc on a toutes ces dynamiques de population et sur des dizaines d'années. Avec une question centrale qu'on se posait, c'est est-ce qu'ils arrivent, ces virus? Donc on n'en a jamais rencontré d'H5N1. D'accord ? Et je vais répondre en partie à votre question. Est-ce qu'ils arrivent, ces virus de grippe, pas ou moyennement pathogènes, hein, qu'on appelle tout ce groupe-là, avec des oiseaux migrateurs? La réponse est non. Voilà. Il n'y a aucune synchronicité entre l'un et l'autre, tout simplement parce que ces virus, ou une grande quantité de virus, sont capables de persister dans la vase, posés dans la vase, et généralement beaucoup plus au nord de la Camargue, où on rencontre beaucoup plus d'eau douce, que dans les zones sud où on trouve des intrants maritimes. D'accord ? Parce que voilà, les virus comme les bactéries n'aiment pas beaucoup l'eau salée, en réalité, je fais court. D'accord ? Et on a tendance, alors il y a énormément d'études à ce sujet, on a tendance à accuser les oiseaux migrateurs, qui font un mouvement plutôt comme ça, lorsque les épisodes de grippe et de type H5N1 n'ont pas cette trajectoire, ils viennent plutôt d'est en ouest. Mais on a oublié, généralement, en sciences vétérinaires, en sciences médicales, la capacité de certains microbes pathogènes à pouvoir persister dans les environnements. La bactérie responsable de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, elle est capable de persister dans certains environnements. C'est-à-dire pas un matériel inerte, c'est-à-dire pas une vitre qui serait exposée aux radiations, mais sur du papier cellulose, vous voyez, dans l'obscurité, plus de 13 mois. Et vous avez énormément d'agents, beaucoup plus des bactéries d'ailleurs que des virus, mais ça existe aussi chez les virus, qui sont capables de persister sur certains supports plutôt humides, sans radiation, avec certains niveaux de température, un certain nombre de jours, de semaines, voire de mois. Hélène Soublet. Oui, donc je vais rebondir aussi sur cette question. Alors moi, je n'ai pas de réponse sur les prélèvements dans les lacs de la Dombe. Moi, à l'époque, j'étais dans les services vétérinaires de la Sarthe. Et donc, c'est vrai que quand cet épisode est arrivé, en fait, en tant que service vétérinaire, on en a profité, peut-être on peut dire ça, pour recenser tous les propriétaires privés, donc pas les professionnels qu'on connaissait déjà, mais tous les propriétaires privés de volailles. Et une des mesures qu'on a préconisées, et qui était d'ailleurs assez martelée, c'était d'enfermer en fait les volailles la nuit et surtout de cloisonner complètement les poulaillers pour éviter justement que ces volailles-là se fassent contaminer par les oiseaux migrateurs. Et à l'époque, franchement, dans la communication des services vétérinaires, on ne parlait que du risque dû aux oiseaux migrateurs. Et donc c'est pour vous illustrer un petit peu, finalement, la décision de politique publique qui parfois tâtonne. Donc là, en l'occurrence, se trompe, puisque, comme vous l'a dit Jean-François, il n'y a pas eu, par la suite ou même pendant, de prélèvements qui ont démontré qu'il y avait un portage par les oiseaux migrateurs, ou les oiseaux sauvages d'ailleurs. Mais en fait, voilà, quand on est face à un problème comme ça, bien souvent, en fait, la première réaction,
c'est le principe de précaution. Donc on prend toutes les mesures, on calfeutre tout le monde, on demande à ce que, voilà, on essaye de diminuer les risques, même si en l'occurrence, là, c'était pas le bon risque, quoi. Oui, rapidement. Je vais faire Prenez le micro parce que sinon on ne vous entend pas. Une analogie, donc je connais un peu le sujet, mais je vais faire une analogie avec ce qui se passe avec le virus à Ebola en République démocratique du Congo. Donc c'est notre virus, ça affecte l'humain, on en a déjà discuté. Donc des collègues qui sont venus sur les terrains africains de République d'Afrique centrale et de démocratique du Congo, en venant des CDC d'Atlanta, qui sont un centre de contrôle des infections nord-américains, vont toujours dire que le premier déterminant à la transmission infectieuse, eh bien, c'était de voir ces hélicoptères débarquer avec des gens sortant avec des scaphandres qui apeuraient les populations, qui quittaient les villages, mais qui quittaient les villages avec quoi? Avec le virus. Et de part en part, venaient contaminer les autres villages. Eh oui. Une autre question dans la salle, une intervention, si vous le souhaitez. Non. Bah écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous précise que la fête de la science continue tout le week-end au musée des Confluences. Demain après-midi, il y a des ateliers découvertes pour aller notamment, on a très envie après une conférence comme celle-là, aller à la rencontre de micro-organismes. À 15h, donc, vous voulez vous laver les mains ? Tout le monde doit se laver les mains. Voilà, ça sera le message de Jean-François Guégan. Demain à 15h, une conférence sur Lyon, épicentre de la recherche en infectiologie. À 18h, une conférence animée par Frédéric Danhé sur une histoire globale des épidémies. Et toutes les conférences sont évidemment diffusées en simultané sur la page Facebook du musée. Et moi, je vous retrouve dimanche à 16h pour une conférence qui essaiera de tirer les leçons de cette crise sanitaire pour mieux construire, on en a un petit peu parlé, le fameux monde d'après si on y croit. Voilà, on vous souhaite à tous une bonne soirée.